Bonjour à tous. Dans le texte qui suit, je parle de cycle de la vie, mais en réalité, il faudrait plutôt parler de spirale de la vie, car non seulement la vie est une succession de cycles plus ou moins longs, que ce soit la vie d'une cellule jusqu'à la vie de l'univers entier, mais néanmoins, à chaque retour des choses, il y a toujours une petite progression. Et finalement, le cercle s'est élevé d'1 degré et continue sur un autre cercle. Ce n'est pas vraiment un cercle finalement. Ce n'est pas un cycle, une révolution, quelque chose qui revient sans cesse de la même manière, mais plutôt une spirale qui monte. Merci de votre attention. Nous naissons, nous grandissons, nous travaillons, nous nous marions, nous concevons, nous pensons, nous vieillissons, nous mourons. Et ainsi de suite, depuis des centaines et des centaines de générations. C'est le cycle de la vie. Que la planète soit réchauffée ou soit froide, que nous vivions dans un pays en guerre, dans un pays en paix, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons bêtes ou intelligents, beaux ou laids, nous naissons, nous grandissons, nous travaillons, nous concevons, nous vieillissons et nous mourons. Depuis quelques siècles, nous produisons beaucoup. Nous produisons des objets, des biens matériels, et nous produisons aussi beaucoup d'idées, beaucoup de sciences, beaucoup de nouvelles disciplines, et nous nous spécialisons et nous approfondissons nos savoirs, et nous allons au-delà de l'obstacle de la nature. Nous étudions cet obstacle, nous essayons de le prendre sous toutes ses facettes, et ainsi nous essayons de devenir plus intelligents, de comprendre mieux le monde. Et cela a un certain effet puisque nos sociétés sont de plus en plus riches, de plus en plus techniciennes, de plus en plus technologiques, de plus en plus basées sur l'étude, sur la transformation de notre planète, de notre monde, sur les connaissances chimiques. Et en Occident, nous vivons plus vieux, nous passons moins de temps au travail, et nous passons de plus en plus de temps à réfléchir, à divaguer, à méditer, à étudier des disciplines ou des spiritualités qui nous intéressent, à participer à des loisirs, à mener des activités récréatives qui nous intéressent, qui nous plaisent, qui nous font du bien. Mais néanmoins, ceci s'inscrit toujours dans le même cycle. Nous naissons, nous grandissons, nous apprenons beaucoup de choses, puis nous travaillons, nous nous marions ou nous flirtons, nous concevons éventuellement, de moins en moins en Occident il est vrai, puis finalement nous vieillissons et nous mourons, et ainsi de suite. Cela continuera pour des siècles et des siècles. Il est vrai que quand l'homme parvenait à peine à assurer sa subsistance, quand il devait traverser ces hivers terribles qui causaient une mortalité énorme, il n'avait guère le temps de méditer, d'approfondir ses connaissances et se contenter d'adorer ce cycle de vie. Il s'était créé des religions qui justifiaient le fonctionnement traditionnel des sociétés. Les spiritualités traditionnelles lui expliquaient que tout ce qu'il faisait était normal, était classique, que cela correspondait à un ordre intangible et qu'il n'y avait pas lieu de s'en formaliser. Mais c'est vrai que depuis 5 ou 6 siècles, depuis l'avènement de la pensée moderne en Occident, nous avons eu envie de nous extraire de ce cycle. Nous avons eu envie de nous faire des dieux de la planète finalement, des princes de la terre. Et nous n'avons plus besoin de cette spiritualité transcendante. Nous nous sommes fait à nous-mêmes notre propre mesure. Nous sommes devenus humanistes. Il n'y a plus besoin d'avoir des principes supérieurs, des transcendances qui nous donnent la marche à suivre pour une vie accomplie et réussie. Mais nous devons nous-mêmes nous faire les gardiens de la planète, comme si la planète n'était pas là depuis bien plus longtemps que nous, comme si cette planète, pour elle, nous n'étions pas des petits moustiques, et comme si nous avions un quelconque pouvoir d'appréhender quoi que ce soit. L'homme n'est pas un empire dans un empire, c'est un peu l'erreur des marxistes de Marx, même si on leur pardonne, car à l'époque, au XIXe siècle, il y avait une telle poussée productiviste, une telle poussée positiviste, un tel espoir dans le capitalisme naissant avec toutes ses tares, qu'il fallait bien qu'on se raconte quelques histoires, qu'on se dise qu'on était au-dessus des lois naturelles. Et l'écologie vient aussi un peu de cela. Marx avait quelques phrases dans ses textes sur l'écologie, que l'homme était le gardien de la terre et qu'il devait la remettre en meilleure santé qu'il ne l'avait eue à ses enfants. Il y a un constat à faire. Notre grande puissance productrice, notre grande capacité technologique, technique, notre hyper-capitalisme
provient en grande partie de l'exploitation de la terre, de ses sous-sols. Nous trouvons l'énergie et les composants pour nos productions industrielles dans cette terre. On peut dire que c'est la terre qui nous réchauffe. Et effectivement, la science physique nous apprend que la terre, le souterrain, est très chaud, contient du magma, de la lave, contient une température énorme au fur et à mesure qu'on s'y enfonce. Et qu'il y a un noyau au centre de la terre qui est extrêmement chaud. Dans plusieurs traditions, les enfers, chargés d'accueillir ceux qui ont une mauvaise vie, se trouvent sous terre. Il y règne une chaleur terrible qui condamne à la souffrance perpétuelle ceux qui ont eu une vie qui les a éloignés du bien, du bon, du beau, du vrai. Le monde moderne, le capitalisme a fait sortir cette chaleur des entrailles de la terre, alors que pendant des milliers d'années, dans les sociétés traditionnelles, nos ancêtres ne s'en préoccupaient pas. C'était un obstacle de la nature dressé devant eux par Dieu, et il ne fallait pas s'y intéresser. Si c'était compliqué d'y accéder, c'est qu'il y avait quelques raisons. Se tourner donc plutôt vers le ciel que vers les entrailles de la terre. Le marxisme et l'écologisme sont les revers de la médaille du capitalisme. Ce sont des réactions au tard social pour l'un, au tard écologique pour l'autre. Plus nous produisons, plus nous exploitons les entrailles de la terre, plus nous augmentons la chaleur et plus le discours écologique s'élève. Et nous continuons à vivre, à naître, à procréer, à se reproduire et à mourir. L'écologie marque cette époque. L'écologie est un symptôme, une preuve que l'homme a pris conscience du mal qu'il fait à la terre, mais qu'il ne peut arriver à s'en dépêtrer. Car si demain nous revenons à une société traditionnelle où il y a très peu de production, où nous avons à peine de quoi survivre, où nous nous devons de mener une vie simple et austère en coordination avec les puissances transcendantes, eh bien évidemment il n'y aura plus d'écologistes. J'entends par écologistes des militants, des prosélytes, des gens qui veulent défendre des idées minoritaires et qui sont prêts à aller au combat, comme l'ont été avant eux les militants des Lumières ou les militants ouvriers du communisme, et encore avant eux les représentants du christianisme ou de l'islam. Quand ce monde simple et pauvre, si un jour il arrive en tout cas, quand ce monde sera là, nous serons tous écologistes, nous serons tous des croyants, et nous aurons une vie simple et nous ne polluerons pas. Mais en attendant, il nous faut vivre dans cet enfer à ciel ouvert, dans cette planète qui est devenue une cocotte minute et qui se réchauffe, sous l'effet de notre industrie dont nous sommes si fiers, qui est elle-même la fille de nos penseurs humanistes des Lumières, de tous ces scientifiques qui ont avancé froidement leurs idées au fil des temps modernes pour défendre une conception basée sur l'étude de la matière et non sur l'étude des idées, de la transcendance. Je ne dis pas que c'était mieux avant, je ne leur jette pas la pierre à tous ces grands scientifiques qui sont parfois morts pour avoir défendu des idées qui étaient minoritaires et qui sont aujourd'hui les lieux communs. Non, à l'époque c'était tout à fait normal. Ils étaient dans un mouvement. Ils avaient devant leurs yeux les tares énormes, les manquements, les fautes et l'absence de rectitude des castes dominantes, des seigneurs, des monarchies, du clergé, de la classe sacerdotale, qui étaient très loin des principes des premiers chrétiens. Comment pourrions-nous leur en vouloir de s'être battus pour connaître mieux le monde et contre les dogmes qui, s'ils avaient été bons à l'origine, avaient depuis longtemps été dévoyés? Rien n'arrive sans raison. Tout phénomène a une cause, et la connaissance de cette cause nous permet de comprendre le phénomène. Si nous ne connaissons pas la cause, il nous est impossible de comprendre sérieusement un phénomène. Ce postulat rationaliste est aussi une clé d'accès à la transcendance, à l'existence de Dieu. Mais je ne force personne à croire que Dieu existe ou n'existe pas, car cela dépend justement d'une force bien supérieure à la mienne. Jésus multiplia les pains, transforma l'eau en vin, et aujourd'hui, notre époque fabrique des écologistes, des gens indignés par un système économique sanguinaire, exploiteur, qui détruit la planète et se sert des hommes comme des outils
pour le bénéfice de quelques familles. L'indignation de notre jeunesse, ou même des adultes et des vieux, est donc tout à fait normale. Mais il ne faut pas oublier la sagesse traditionnelle des sociétés humaines, qui dit que nous naissons, nous grandissons, nous travaillons, nous nous rapprochons du sexe opposé, nous concevons, puis nous vieillissons et nous mourons. Quand nous mourons, notre corps se transforme, peu à peu, en autre chose, en une autre matière. Quant à l'âme, chacun peut penser ce qu'il veut. Certains pensent qu'elle disparaît, ou certains pensent qu'elle retourne quelque part, ou qu'elle est réattribuée. Nous pourrons en parler une autre fois. Bonne soirée, merci, et que la paix soit sur vous.